Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine en vidéo, nous allons aborder un sujet brûlant, je dirais, en tant que papa et maman, sur la santé des enfants et les 7 principales erreurs que nous faisons qui vont altérer, dans certains cas, gravement la santé de nos chères petites têtes blondes. Et puis vous allez voir que ce sont souvent des choses que nous faisons tous les jours, dont nous ne nous rendons absolument pas compte. Alors cette vidéo ne vise pas évidemment à vous culpabiliser, mais à bien au contraire prendre conscience, et prendre conscience aussi qu'il y a des choses à faire, vous en tant que parents, pour améliorer la santé de vos enfants. Et vous allez voir que ce sont des choses qui ne sont pas toujours très compliquées, mais qui ont encore une fois beaucoup de bon sens. Donc hello à tous, ici c'est Nadège, naturopathe, chanteuse, comme vous le savez. D'ailleurs j'en profite vraiment pour... deux petites annonces. La première pour annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, on va changer aussi de sujet et ça peut être un petit peu intéressant parce qu'on a abordé beaucoup le HPV qui a eu il y a eu beaucoup ça dans l'air ces dernières semaines avec moi, vous avez pu le voir. Bon voilà, maintenant j'ai envie de changer un petit peu de sujet et revenir à des choses peut-être un peu plus légères. Vous avez vu que ma chaîne s'appelle Le Bonheur et la Santé. Donc on va aborder aussi tout ce qui va être la santé matérielle, la santé financière. Pour moi c'est quelque chose de très important, qui est un petit peu encore tabou, surtout dans les milieux de santé naturelle. Et donc c'est pour ça que j'en parle justement. Voilà, donc à partir de la semaine prochaine, vous aurez ça donc en vidéo, donc suivez bien ça. Et puis d'autre part, je tiens à remercier aussi toutes celles et ceux qui ont téléchargé le kit Les Essentiels de la Santé pour une santé durable, qui se trouve toujours en dessous de chacune de mes vidéos. Voilà, si vous voulez toujours en savoir plus, c'est gratuit, le kit est totalement gratuit et ça peut vous donner vraiment des infos très importantes justement et des choses simples pour améliorer votre santé et celle de votre famille au quotidien. Voilà, donc on démarre sur les 7 erreurs. Alors, la première chose aussi que je voulais dire, c'est que la santé des enfants, à la base, un enfant, il est en bonne santé. Un enfant qui n'a pas une bonne santé, une bonne vitalité, qui mord pas dans la vie, c'est pas normal. Ne pas avoir des enfants malades, c'est pas quelque chose de normal. Mais c'est devenu, par contre, quelque chose de très banal dans nos sociétés. Et c'est pas du tout normal. Et on va voir justement que la vitalité d'un enfant, par nature, elle est bien présente. Et que c'est nous, dans notre quotidien, qui avons tendance justement à altérer cette vitalité qui est naturellement présente dans l'organisme. Et donc, normalement, un enfant, il est censé être infatigable du matin au soir. C'est peut-être le cas d'ailleurs de vos enfants, mais peut-être qu'ils sont infatigables de façon peut-être anormale, surexcités, ou alors peut-être que justement, ils vont être absolument surexcités, mais du coup, ils vont pas dormir, ils vont être souvent malades. Bref, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Et donc, j'ai relevé à peu près 7 erreurs principales, je dirais, mais voilà, on va voir ensemble comment les corriger. Alors, comment il m'est venu d'ailleurs cette idée? Je me demandais quel sujet j'allais pouvoir vous faire cette semaine. J'avais pas vraiment de ligne éditoriale. Et puis c'est en regardant ce matin ma fille boire son biberon. Donc ma fille prend de temps en temps le matin un petit biberon, on lui donne du lait de chèvre. Elle aime bien ça parce que c'est tout chaud, le matin il fait un petit peu frais, donc ça lui fait du bien, ça la réconforte beaucoup. Et donc on lui donne un petit lait de chèvre bio. Qu'elle prend depuis maintenant très longtemps. Et ça m'a fait penser, j'ai pensé à tous ces papas et tous ces mamans qui donnaient un biberon le soir aux enfants avant d'aller se coucher. Et donc ça m'a fait penser au sujet de cette vidéo. Je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire effectivement et il y a peut-être quelque chose à parler par rapport à ça. Donc la première erreur, je dirais que nous faisons, c'est d'une part de donner déjà d'une part trop de produits laitiers à nos enfants, mais surtout le fameux biberon du soir. Alors je sais qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'endormir avant leur petit biberon du soir. Est-ce que c'est parce que les parents les ont habitués à faire comme ça pour s'endormir justement, ou est-ce que c'est dû à autre chose? Moi, ma fille, ça lui est jamais arrivé. Quoi qu'il en soit, déjà à la base, donner un biberon de lait de vache, déjà donner du lait de vache à nos enfants, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils sont assez décriés, la plupart des produits laitiers d'ailleurs. On est loin des sensations pures des années 80 pour lesquelles on nous a rabâché qu'il fallait absolument des produits laitiers parce qu'il y avait du calcium dedans et que c'était hyper important. Donc oui, le calcium est très important pour les enfants. Non, il ne se trouve pas que dans les produits laitiers. Donc je tiens à rassurer de nombreux parents
Le calcium, vous pouvez facilement le trouver dans énormément de choses, surtout si votre enfant mange de tout et mange comme vous. Donc vous en avez dans les sardines, vous en avez dans le saumon, vous en avez dans les crevettes, dans les noix de Saint-Jacques. Vous en retrouvez dans certaines plantes, telles le basilic, la sarriette. Vous allez en retrouver aussi dans les fruits à coque, donc tout ce qui est principalement, je pense, aux amandes, aux noisettes, aux noix du Brésil, vous avez du calcium dedans, bien sûr. Enfin, vous en avez dans les légumes, notamment dans les épinards, vous en retrouvez dans le chou, dans les choux et notamment les choux frisés. Enfin, on peut retrouver assez facilement finalement du calcium en une quantité suffisante aussi pour nos enfants. Donc, et je pense d'ailleurs à tous les enfants qui sont intolérants à la caséine du lait, qui n'ont pas l'occasion de prendre ça, donc on va souvent leur donner autre chose, souvent un lait végétal, du lait d'amande ou du lait de riz enrichi en calcium. Bref, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de crainte d'avoir un manque de calcium, mais c'est souvent une croyance tellement ancrée en nous qu'on a peur de ça. Et ça me fait penser, cette semaine, j'ai eu en consultation un monsieur qui a donc 3 enfants, un monsieur très courageux parce qu'il a 3 enfants qui souffrent d'asthme parce qu'il habite aussi notamment dans un logement très 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 humide. Il y a des champignons au mur, c'est un logement social de la région parisienne. D'ailleurs, petit coup de gueule en passant, hein, puisque ce monsieur, ça fait 3 ans qu'il se bat pour pouvoir faire déménager sa famille dans un logement qui est insalubre. Bon, bref, voilà, il n'a pas le choix pour l'instant dans cet environnement. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'était que lui, de son côté, il donnait beaucoup de choses à ses enfants, notamment quand même des produits laitiers à base de lait de vache. Et je dirais qu'au niveau du foie, ça va altérer le foie des enfants souvent. Ça va altérer aussi, il y a beaucoup d'hormones de croissance et aussi de pesticides et de fongicides dans les produits laitiers. Donc il n'y a pas que la vache, hein, il y a aussi la chèvre et la brebis. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à utiliser des produits biologiques. Je sais que ça coûte un certain coût, mais voilà, c'est la santé de nos enfants et elle n'a pas de prix. Donc pour ce côté-là déjà, et puis tout ce qui est à base de lait de vache, bah, du coup, qui contient donc le lait de vache principalement des hormones de croissance, qui sont souvent des molécules et des protéines, en fait, des molécules qui vont permettre aussi l'inflammation. Donc quand il y a une pathologie de l'enfant derrière, et je parle principalement au niveau de l'asthme, qui est souvent une maladie où il faut aller vraiment nettoyer le foie des enfants, travailler, c'est une maladie aussi qui va souvent être allergique, et souvent quand on enlève ces produits-là, tout ce qui est produits laitiers, et surtout ceux à base de lait de vache, on améliore aussi les enfants. C'est valable aussi pour le grignotage, on va y revenir juste après. Donc voilà, pour ça, c'était vraiment important de faire un point sur les produits laitiers. Donc quand votre enfant n'a pas de problème, je veux dire, il n'y a aucun souci, c'est juste que on se retrouve avec des enfants aujourd'hui qui ont des pathologies qui sont de plus en plus lourdes. Je pense notamment à des diabètes, des pathologies d'adultes en fait qu'un enfant n'est pas censé avoir. Et souvent quand on va gratter un peu et qu'on va voir au niveau de l'alimentation, on se rend compte qu'on fait de graves erreurs. Je pourrais en parler, il faudrait presque plusieurs vidéos précises pour en discuter. Donc là, ça va être vraiment un peu plus général ce que je vais vous proposer, mais déjà une première piste de réflexion. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc principalement, donc limitez quand même les produits laitiers au niveau de vos enfants. Je constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des pathologies ORL très importantes et qui sont dues principalement donc à la présence de trop nombreux produits à base de lait de vache dans l'alimentation, ou aussi beaucoup de chèvres, beaucoup de brebis. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, le calcium on peut le trouver ailleurs d'une part, donc on limite un petit peu. Et la deuxième cause la plus importante, c'est le grignotage. Et je suis désolée, donnez un biberon le soir à votre enfant alors qu'il a mangé à 19h et peut-être qu'il va aller se recoucher à 20h ou 21h. Si vous lui redonnez un biberon, vous stoppez complètement la digestion qui était en cours. Vous stoppez la digestion, donc vous altérez à ce moment-là totalement. Je vous invite d'ailleurs à revoir vraiment ma vidéo sur le grignotage. Je vous explique précisément ce qui se passe quand vous ingérez quelque chose alors que vous êtes à un stade X ou Y de votre digestion. Quoi qu'il en soit, vous remettez la digestion à zéro alors qu'il y a déjà encore des aliments dans le tube digestif qui ne sont pas digérés, et on va altérer au fur et à mesure le système immunitaire de l'enfant. Ça c'est vraiment très très important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut l'altérer, et notamment ça l'altère d'une certaine façon dans le sens où à partir du moment où on ingère quelque chose
alors qu'on était déjà à un stade dans la digestion, donc la digestion n'est pas terminée, on va créer ce qu'on appelle une hyperémie stomacale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un afflux de sang supplémentaire pour pouvoir à nouveau refabriquer du suc digestif, refabriquer donc des enzymes digestifs qui vont fournir la digestion classique. Donc ce qu'on appelle un afflux de sang, un volume de sang beaucoup plus important dans l'estomac, qui va créer lui à nouveau un volume de sang plus important dans l'œsophage, au niveau des bronches, et qui va faire le flux en fait, augmenter le mucus, qui va être le lieu de culture microbienne très importante. Donc souvent on va altérer donc les muqueuses ORL et on va se retrouver avec des enfants qui vont avoir tout le temps des pathologies ORL, qui vont être tout le temps malades parce qu'en fait ils passent leur temps et leur vie à digérer parce qu'on leur donne sans cesse à grignoter. Donc grignoter, ça veut dire en dehors des repas, donc un biberon de lait juste avant d'aller se coucher, un petit bonbon une demi-heure après avoir mangé, au milieu de la matinée peut-être un petit gâteau pour leur mettre un petit peu en forme, des choses comme ça, des choses dont on se rend pas compte, qu'on fait tous les jours et qui en fait altèrent vraiment le système immunitaire de nos enfants. Et ça, c'est vraiment important parce que ce que je constate, c'est, et ça je le vois vraiment en consultation, quand on arrête de donner ça aux enfants et qu'on les donne uniquement au moment des repas, et quand le lait, il ne sera pris par exemple que le matin au petit déjeuner, ou qu'on l'aura remplacé par un lait plus adapté, peut-être un petit lait de chèvre ou un petit lait de brebis bio, c'est ce qui est mon cas, donc c'est ce qui est le cas avec ma fille, et qu'on enlève vraiment le lait à tout va, à toutes les sauces et à n'importe quand, et ben on se rend compte que rapidement la santé de l'enfant s'améliore, qu'il a beaucoup moins de problèmes ORL, qu'il a beaucoup moins d'allergies aussi, et puis qu'on va moins chez le médecin, quoi. L'enfant va beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'était les deux premières choses, c'était la quantité trop importante de produits laitiers, donc à base de lait de vache, notamment pour les enfants, et puis surtout le grignotage intempestif. Donc par pitié, chers parents, ça je le dis vraiment pour tout le monde, on s'en rend pas compte. Vous pouvez pas vous imaginer comment vous altérez la santé de votre enfant quand vous lui donnez le biberon le soir et quand vous lui donnez du grignotage intempestif toute la journée et sans le savoir et sans vous en rendre compte. Donc respectez les temps de digestion des enfants. S'ils ont envie d'un petit bonbon, bah, ça doit rester exceptionnel et ça doit être à la fin d'un repas. Ou vraiment de façon exceptionnelle à un anniversaire. Mais vous, ce qui est important, les parents, c'est que vous fassiez des choses tous les jours dans votre quotidien pour apporter un équilibre à l'enfant, de façon à ce que quand il a des écarts, un goûter d'anniversaire, les vacances, il puisse se permettre un petit peu justement d'avoir des écarts parce que vous allez revenir à chaque fois à cet équilibre et ça c'est primordial. Ça, c'était les deux causes qui pour moi sont les plus importantes et qui viennent gravement altérer la santé de l'enfant et ça je le redis, c'est hyper important. Hyper important, c'est un cri d'alarme que j'envoie. On passe notre temps à aller chez les médecins pour leur demander des informations pour aider nos enfants, mais on n'a aucune information diététique. Et quand on en a, on nous dit encore de prendre des produits laitiers pour les enfants. Je suis désolée, moi, quand les dents de l'enfant elles sont sorties et qu'il est capable de manger de tout, on n'a pas besoin de mettre des produits laitiers à outrance. Voilà, il n'y a pas besoin de donner des yaourts de lait de vache tous les jours à nos enfants. C'est pas une obligation, d'accord ? Ça, c'était les deux premières choses. Troisième chose très importante aussi, je suis désolée, c'est peut-être pas forcément dans l'ordre, j'ai pris des petites notes ce matin rapidement. C'est quand votre enfant a de la fièvre, de lui donner systématiquement un Doliprane. Votre enfant arrive un matin, il est à 38,5, mon Dieu, que vais-je faire? Pourtant, il joue, il mange et vous allez lui donner du Doliprane. Vous avez peur, tout simplement, vous avez peur. La fièvre est un fonctionnement normal de l'organisme qui sert à détruire les bactéries, les virus, tous les pathogènes qui vont altérer la vitalité de l'organisme. Donc il faut qu'il y ait de la fièvre. Le signal, c'est quand votre enfant ne joue plus, lorsqu'il geint, lorsqu'il est prostré, lorsqu'il ne s'alimente plus, effectivement, et que la fièvre est, effectivement, vous voyez qu'elle est élevée, c'est l'enfant qui va vous donner les signes cliniques du fait que vous alliez avoir besoin de lui donner du Doliprane ou pas. Donc, c'est pas négatif d'avoir du Doliprane dans le fond de sa salle de bain, dans l'armoire à pharmacie de temps en temps, surtout si si vous avez peur que votre enfant convulse. Mais c'est pas systématique. La fièvre, elle est là pour détruire tout ce qui est pathogène. Donc, à partir du moment où vous donnez à votre enfant systématiquement
un Doliprane, ce qu'on appelle un antipyrétique, donc un anti-fièvre, vous altérez le système immunitaire, vous empêchez les lois naturelles de l'enfant, qui sont l'augmentation de la température, pour pouvoir détruire les agents pathogènes. Donc à chaque fois, vous ne permettez pas à l'enfant de créer son immunité et de entraîner comme un muscle son système immunitaire. Donc dites-vous une chose, c'est votre enfant qui vous donne le signe. À partir du moment où votre enfant continue à jouer, moi ma fille, je l'ai déjà vue à 39 de fièvre, encore jouer et s'alimenter, certes un petit peu moins, mais jouer avec tranquillement avec ses poupées et rigoler alors qu'elle avait 39. Donc c'est possible. Même si ça fait peur, je dis pas que tous les enfants qui ont 39 vont aller mieux, mais en tant que parent, vous devez comprendre le mécanisme biologique de la fièvre, le mécanisme homéostasique de la fièvre, qui est un équilibre et c'est une protection, la fièvre. Donc arrêtons de donner systématiquement du Doliprane à nos enfants. Arrêtons, parce que ce n'est pas automatique. C'est un peu comme les antibiotiques qu'on donnait un peu avant. Le Doliprane, c'est pas anodin. Regardez ma vidéo spécifique sur le Doliprane et les altérations, notamment au niveau du foie chez les enfants et chez l'adulte, et vous verrez en plus que la dose préconisée à partir du moment où elle devient, enfin à partir du moment la dose à laquelle ça devient délétère pour l'organisme, elle n'est pas si élevée que ça. Donc on n'est pas loin des seuils. Donc le Doliprane devrait rester quelque chose d'absolument exceptionnel et quand vous voyez que votre enfant n'est absolument pas bien. Donc c'est n'importe quel médecin normalement est capable de vous le dire et de vous l'enseigner et voilà. Donc c'est juste que c'est juste qu'on a peur. Donc renseignons-nous un petit peu plus, demandons des informations à notre médecin, lui dire écoutez docteur, moi j'ai pas envie de lui donner du Doliprane quand il joue et quand il mange, donc qu'est-ce que vous en pensez? Renseignez-vous un petit peu, mais vous verrez que petit à petit vous allez voir c'est ça qui est magique en fait dans la vitalité chez les enfants, donc en plus ça agit très vite, donc vous le voyez tout de suite en fait, votre enfant il va vous le montrer. Voilà, donc ça c'était ça aussi. Je me souviens que j'avais une directrice de crèche, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, qui avait quand même, me disait qu'elle avait des mamans qui apportaient leur enfant tous les matins avec, où elle leur avait donné un Doliprane. Parce qu'elles avaient tellement peur que leur enfant tombe malade qu'il avait droit à sa petite dose de Doliprane tous les matins avant d'arriver à la crèche. Voilà, moi je trouve ça gravissime. Et là, clairement, c'est qu'on n'a pas enseigné à la maman à faire autrement. Donc j'en veux pas à cette maman, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut garder son bon sens quand même. Et là, c'est pas du bon sens quand on va de ce côté-là. Voilà, ça c'était pour la troisième erreur. La troisième erreur qui peut être évitable, on est d'accord. Quatrième chose, je dirais que c'est altérer la santé de l'enfant lorsqu'on utilise pas mal de produits. Vous savez, tout ce qui est produit d'une part corporel, et produits aussi ménagers d'autre part. Alors les produits corporels, j'avais fait une vidéo là-dessus sur pourquoi utiliser des cosmétiques biologiques. Eh bien ça fait partie en fait d'une de ces raisons. On a souvent beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les produits classiques, hein, y compris pour les produits pour les enfants, pour les bébés. On se retrouve avec des produits qui sont classés cancérigènes, je pense notamment aux nitrosamines, je pense notamment au BHT, au BHA, qui ont des effets sur la santé qui ne sont pas anodins. Il y a beaucoup de substances allergisantes aussi, donc qui ont tendance à emballer le système immunitaire de l'enfant. Donc je ne saurais que trop recommander aux papas et aux mamans qui écoutent cette vidéo de n'utiliser que des produits qui sont labellisés. Hein, que ce soit le label Cosme Bio, que ce soit le label ou un autre label européen bio, ça coûte pas plus cher que ceux qu'on trouve en magasin classique. Maintenant, vous avez en plus l'apparition de magasins en grande surface, mais déjà parce que en fait, c'est en plus le mélange quoi. Un coup de shampoing, un coup de dentifrice, un coup ça plus ça plus ça plus ça. On affole le système immunitaire des enfants. On crée des allergies potentielles, faut arrêter quoi. Voilà, la peau de nos enfants est très fragile et très perméable aussi. Ça me fait penser aux papas et aux mamans qui donnent un bain à leurs enfants, un bain bien moussé tous les jours. C'est pas obligatoire non plus de laver un enfant tous les jours. Je suis désolée, au pire vous lui lavez, vous lui lavez les fesses parce que oui, il est pas propre. Vous voyez un petit coup sous les bras, un petit coup derrière.
On n'est pas obligé de baigner son enfant tous les jours, j'en vois, il les savonne. Vous altérez le film hydrolipidique de la peau, vous altérez la flore naturelle de la peau et on se retrouve des fois avec des enfants aussi qui sont malades parce qu'on les lave tout le temps. Donc déjà, par exemple, un bébé, moi ma fille, je la lavais que tous les 3-4 jours, quoi. Un bébé, il n'est pas obligé de prendre un bain tous les jours. Donc ça, c'est important de le signaler aussi. Un enfant, on n'est pas obligé de le doucher tous les jours non plus et de le savonner à fond tous les jours. Donc déjà, avec des mauvais produits, mais en plus, trop, c'est pas bon non plus. Plus tous les produits qui se trouvent dans votre salle de bain, vos produits ménagers que vous retrouvez dans la cuisine, etc. Tous les trucs à base d'eau de javel, de chlore. Vous envoyez à vos enfants beaucoup de substances au niveau des poumons que leur petit corps n'est pas forcément capable d'éliminer, leur foie n'a pas non plus la capacité de tout détoxiquer. Encore une fois, si c'est de temps en temps, c'est pas, on va dire que ça peut ne pas être gravissime, mais le problème c'est que c'est tous les jours et c'est mélangé. Donc on crée des cocktails cancérigènes et des cocktails allergisants dans l'air. Pour nos enfants, mais aussi pour nous, aussi pour nos animaux de compagnie. Voilà, donc c'est absolument pas anodin et aujourd'hui on le sait, donc c'est pas comme si on pouvait pas faire autrement. Et en plus, ça reste des produits qui sont abordables. J'ai des mamans qui font leurs produits, leurs cosmétiques maison. J'ai des mamans qui font aussi leurs produits ménagers maison. Peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire et peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais en tout cas, vous avez probablement la possibilité d'acheter des produits qui sont moins nocifs, qui sont garants de un peu plus de la santé, plus écologiques aussi pour l'environnement et qui coûtent pas plus cher. Voilà. Et ça, c'est important, voilà, de se rendre compte de ça aussi et d'avoir une certaine conscience de ça. Nos chères têtes blondes, on les aime et voilà, on n'a pas envie de faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'était la troisième chose. La troisième ou la quatrième, je ne sais plus. Pour la suite, oui, autre chose aussi, je vois pareil trop régulièrement, alors c'est toujours la même chose, on a tendance à avoir encore, je trouve, trop facilement la part antibiotique facile. Dès que l'enfant est pris, on va tout de suite donner des antibiotiques parce qu'on a peur que ça s'aggrave. Encore une fois, si vous respectez un enfant, si vous respectez le fait de ne pas lui donner de grignotage, le fait d'abaisser les produits laitiers à base de lait de vache, bon, il y a plein d'autres choses à savoir, mais je vais pas tout vous faire voir dans cette vidéo, sinon elle durerait toute la journée. Mais déjà, si vous respectez un petit peu la digestion de votre enfant, peut-être que l'antibiothérapie ne va pas être nécessaire tout de suite. Je vois par exemple que l'aromathérapie, parce qu'on peut quand même donner certaines huiles essentielles aux enfants, c'est important de se renseigner sur lesquelles précisément. Moi, ma fille, quand j'étais enceinte, j'utilisais certaines huiles essentielles. Quand ma fille était bébé, elle n'a jamais pris des antibiotiques. Quand elle avait une pathologie ORL, elle ne recevait que de l'homéopathie et des huiles essentielles autorisées qu'il est possible de donner aux enfants, même en bas âge. Donc il y en a quelques-unes, il faut les connaître. C'est un enseignement, pas faire n'importe quoi évidemment, mais peut-être que, et dans les cas aigus, l'aromathérapie, elle est vraiment formidable pour ça. Donc pourquoi est-ce que on ne se renseignerait pas un peu plus là-dessus, acheter un livre, vous avez des livres très bien en aromathérapie spécialisés pour les enfants, vous avez des formules toutes prêtes qui sont assez simples à faire et qui vous permettraient justement d'éviter l'antibiothérapie et puis simplement d'apprendre à renforcer le terrain de vos enfants par les conseils qui sont donnés régulièrement sur cette chaîne ou sur une autre chaîne d'ailleurs, ou dans le kit Les Essentiels de la Santé. Rien que si vous appliquez ça déjà, vous limiterez le fait de donner systématiquement de l'antibiothérapie à vos enfants. On est d'accord que l'antibiothérapie, encore une fois, parce que je vois certains commentaires des fois, elle va être nécessaire dans certains cas quand la vie de l'enfant est vraiment en danger. Et donc là, évidemment, on va donner de l'antibiothérapie. C'est encore une fois, c'est du bon sens. Mais des fois, c'est pas toujours nécessaire. Donc, on peut peut-être faire autrement, ce qui est même plutôt, je dirais, recommandé si on veut pas altérer notamment la flore intestinale de nos enfants et d'autres problématiques liées à une antibiothérapie trop présente. Ce qui a été mon cas quand j'étais enfant. Déjà je consommais énormément de produits laitiers, donc j'avais énormément de pathologies ORL et tous les 15 jours j'étais chez le docteur et on me donnait une antibiothérapie tous les mois, ce qui a altéré énormément les fonctions de mon foie, ce qui a altéré aussi ma capacité à faire de la fièvre. J'ai dû attendre l'âge de 39 ans pour pouvoir faire à nouveau des fièvres élevées pour relancer mon système immunitaire, chose que j'étais plus capable de faire depuis des années et des années et des années.
Voilà, donc j'espère en tout cas que voilà, ces infos pour vous sont pleines de bon sens. Autre chose aussi, l'utilisation trop régulière pour moi, encore trop, je le vois trop souvent, je le vois dans le restaurant, je le vois dans les trains, je le vois dans les aires d'autoroute, je le vois donc chaque fois que je voyage ou quand je pars, enfin voilà, un petit peu à droite à gauche, pour faire mes courses, je vois encore trop d'enfants devant les écrans. Sur les téléphones portables de leur maman, je les vois trop là, et surtout des enfants en bas âge, des enfants petits. Encore une fois, peut-être parents, vous pensez bien faire, vous n'êtes pas sans savoir que les écrans et les champs électromagnétiques altèrent grandement le système immunitaire de vos enfants, et plus encore précisément, je dirais que les écrans, souvenez-vous, rappelez-vous, quand vous étudiez la physiologie, le cerveau d'un enfant, la plasticité du cerveau n'est pas encore faite. Quand vous mettez un enfant devant un écran, il y a des zones de son cerveau qui ne sont pas activées. Si vous le faites de façon trop régulière, les zones de son cerveau ne sont non seulement pas activées, mais pas développées. Ça veut dire que votre enfant va arriver plus tard avec des retards de développement de ces zones du cerveau qui vont être primordiaux pour son développement en tant qu'adulte dans la vie, et que les écrans altèrent gravement cette partie de l'enfant, parce que l'enfant, quand il regarde des images, il est complètement capté et il n'a pas la capacité kinesthésique. Il n'y a pas de crayon, il n'utilise pas les parties de son cerveau qui sont d'une part kinesthésiques. Et donc, il n'a pas ce développement qui va se faire. Donc, attention parce que pour moi, je vais employer le mot, il va être fort. On peut assister dans l'avenir à du crétinisme de nos enfants dû à notre responsabilité en tant que parents, de les avoir mis devant des écrans qui vont grandement altérer leur capacité de développement de leur cerveau, d'intelligence, de discernement, et surtout la capacité aussi de leur système immunitaire à se développer. Donc, si vous voulez euh, euh, le mot est fort, hein, j'ai employé ce mot-là vraiment pour pouvoir vous percuter, vous marquer par rapport à ça. Pas d'écran avant l'âge de 3 ans, zéro écran. Et quand je dis zéro, c'est zéro. Chez moi, il n'y a pas de télé. Hein. Moi, ça fait 10 ans que j'utilise pas la télé. La télé, même plus que ça, presque 15 ans. Une télé, c'est une fois que vous l'avez plus que vous vous rendez compte à quel point elle vous servait à rien. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, évidemment, j'utilise mon ordinateur, évidemment, mon téléphone portable avec lequel je tourne la plupart de mes vidéos. C'est pas pour autant que ma fille va être tout le temps dessus, elle n'y est jamais, elle sait qu'elle n'a pas le droit de l'utiliser. Et donc, vraiment, avant 3 ans, je vois trop de parents avec des tablettes au restaurant pour être tranquille. On colle le môme devant la tablette. C'est super, on va être tranquille au restaurant. Mais alors, derrière, c'est quoi pour l'enfant? Donc vous avez ça, vous avez aussi les champs électromagnétiques quand vous êtes tout le temps soumis à des ondes du téléphone portable, des ondes du Wi-Fi, que votre enfant en plus joue vraiment avec. Je sais qu'on peut pas altérer les ondes environnantes, il y en a partout, mais si on peut les limiter à la maison, si on peut couper le Wi-Fi la nuit, bah déjà on peut moins altérer le système immunitaire de son enfant. C'est des petites précautions quand même, c'est quand même des choses qui sont pas si compliquées que ça à faire. Et vous le verrez vous-même, hein, les enfants n'aiment pas les écrans. Si vous êtes devant votre téléphone portable et qu'il vous voit tout le temps devant votre écran, déjà, un, il va vouloir vous imiter, et deux, il va réclamer votre attention. Donc, passons plus de moments avec nos enfants et en virer la tablette, virer les téléphones portables et aller jouer, aller observer les animaux dans la forêt, les oiseaux, ramasser des feuilles, cueillir des fleurs, n'importe quoi. Remettez votre enfant dans la nature et passez un bon moment avec lui. C'est ce qui sera le plus garant de la santé. C'est important aussi parce que les enfants deviennent trop sédentaires, on voit trop, nous-mêmes, nous sommes enfermés régulièrement un peu trop chez nous, alors que le grand air, la nature, les moments comme ça en famille, des choses légères, c'est beaucoup plus important. Donc évitons au maximum de les mettre devant les écrans. Si vous les mettez devant les écrans, ne les mettez pas déjà en dessous de 3 ans et ne les mettez pas 2 heures d'affilée devant un écran, c'est pas possible. Faites des petites tranches d'une demi-heure, 15 minutes, 2 à 3 fois par jour. Et voilà, allez-y doucement, quoi. Voilà, allez-y doucement parce que les conséquences dans l'avenir, je pense, vont être de plus en plus gravissimes.
Voilà pour ça. Autre chose, c'était vraiment les choses principales. J'aborde pas l'histoire des compléments alimentaires. Je vois aussi, enfin si je vais le dire quand même, parce que ça me démange. Vous savez que je travaille souvent en pharmacie régulièrement, donc je donne des formations sur les compléments alimentaires naturels aux pharmaciens principalement. Et puis je me déplace régulièrement aussi dans les pharmacies pour donner pas mal de conseils. Et je vois trop de compléments alimentaires aussi sur les marchés qui sont je dirais pas toujours clean au niveau de la composition, soit ils ont des nanoparticules, soit ils ont des colorants particuliers. Alors attention évidemment parce que c'est pas anodin. Hein, c'est pas anodin, c'est des choses qui peuvent aussi altérer les fonctions de l'enfant. Donc privilégier des compléments alimentaires qui sont vraiment naturels, qui vont être adaptés à l'enfant. Dans les compléments alimentaires principaux, je dirais toujours donner peut-être de la vitamine C, ça peut être quand même intéressant. Donner des oméga 3 à nos enfants, ça c'est la source principale, la plus importante, que ce soit pour nos enfants, pour nous, j'en parle tout le temps sur cette chaîne. S'il y avait un complément à donner alimentaire, ce serait celui-là. Évidemment, je pourrais parler de la vitamine D, donc pareil, éviter de donner des doses massives de vitamine D, comme je peux le voir aussi régulièrement, ça fait des doses massives dans l'organisme, ce n'est pas sans effet secondaire, mieux vaut donner régulièrement un petit peu d'huile de foie de morue, des vitamines, un petit peu des dosettes de vitamine D issues de champignons végétaux par exemple, biologiques tant qu'à faire, et en donner régulièrement tous les jours d'octobre à mars par exemple, plutôt que de donner des doses massives de vitamine D à vos enfants dont ils n'ont pas besoin et qui sont totalement contre nature. Évidemment, je n'ai pas parlé des produits, des bonbons à base de colorants artificiels qui altèrent aussi évidemment la concentration de l'enfant. Je n'ai pas parlé des plats industriels. J'ai pas parlé de tout ça qui sont pour moi une évidence, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc évidemment, donner des choses les plus naturelles possibles à vos enfants, les produits les moins transportés, les plus bruts possibles, c'est tellement, tellement important. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur une citation de Monsieur Robert Masson, moi que j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez lire un livre, ça s'appelle Le précis de pédiatrie naturopathique de Monsieur Robert Masson. Je vous mettrai le lien en dessous, vous avez tout dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, qui sont pleines de bon sens, et je trouve pour des parents qui démarrent là-dedans, c'est très très clair. Il y a plein de solutions sur les problèmes de santé aux enfants, les problèmes de fond, les problèmes ORL, plein de choses. C'est super, super intéressant. Et je vous laisserai sur cette citation. Donc, un enfant qui est aimé, qui fait des exercices physiques dans la nature, qui mange équilibré, bio et naturel, et qui évite, comme la peste, le grignotage, n'est pas biologiquement un enfant malade. Donc ça, voilà, c'est la base, il y a tout là-dedans, tout est dit. Puis une chose hyper importante que j'ai pas dit bien sûr, et je dirais même peut-être la plus importante, c'est soyez des parents heureux, parce que soyez des parents heureux, si vous êtes heureux, l'enfant l'est aussi, votre enfant se sent aimé. Donc faites tout pour que vous soyez heureux aussi. Je sais que vous faites tout pour vos enfants, je sais que la vie elle est pas toujours facile, mais on a toujours moyen d'agir de l'intérieur, on peut toujours changer de l'intérieur, même si dans un premier temps on peut pas changer son environnement, on peut on peut différencier son mode de pensée, on peut commencer à regarder les choses sous un nouveau jour. Il y a plein de tutos sur internet, plein d'articles, plein de blogs. On peut aussi voir la vie peut-être un peu d'une autre façon, on peut échanger avec des personnes qui ont des valeurs qui nous ressemblent, on peut même aller plus loin, changer de travail aussi, envisager en tout cas le changement de travail, faire des choses qui nous portent, et puis donner du temps à nos enfants, parce que les enfants ils ont besoin d'attention, mais ils ont besoin d'amour avant tout, et quand ils se sentent aimés, les enfants, ça guérit aussi beaucoup de choses. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo qui était un petit peu particulièrement longue, mais voilà, c'était important pour moi de vous faire passer ce message. Je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, et puis d'ici là, prenez bien soin de vos enfants. À bientôt, ciao!